Salut à tous et bienvenue sur l'écran fou, et on fait suite à la dernière vidéo qui traitait de mon top 10 des films de 2022, et comme c'est généralement d'usage, on va s'atteler maintenant dans cette vidéo au flop film de 2022. Alors, je vais rappeler quelques petites choses, c'est que évidemment je n'ai pas pu tout voir, donc désolé si j'oublie des films. Ensuite, ce flop, il faut savoir qu'il ne représente que mon point de vue, tout comme vous avez le vôtre, établi selon vos goûts et vos attentes, donc merci de votre compréhension si effectivement ça ne reflète pas du tout votre pensée. Et enfin, je vais vous expliquer un peu comment je vais établir ce flop, histoire de dissiper tout malentendu. C'est-à-dire que je pourrais effectivement glisser des purges évidentes comme Morbius, Thor 4, Moonfall, Uncharted, Jurassic World 3 et j'en passe, mais ça aurait aucun intérêt dans le sens où on s'en doute que ces films méritent juste des chiottes. Donc non, je ne vais pas partir sur ce principe-là, mais plutôt d'intégrer à mon flop des films qui ne sont pas mauvais en soi, mais qui ont été des déceptions à mes yeux, parce qu'ils avaient un point de départ intéressant, mais qu'il y a eu un ou plusieurs éléments qui ont fait que je n'ai pas pu adhérer. En sachant que ce flop n'est pas un classement par ordre, il n'y a pas de position spécifique à chaque film que je citerai, juste que voilà, ce sont des déceptions à mes yeux, même si je ne dirais pas pour autant que ce sont de mauvais films et que je n'aurais pas du tout envie de les revoir. Donc on est parti et on commence avec Les 5 Diables. Donc un film dont le pitch m'avait particulièrement emballé pour son aspect réaliste, mais ses thématiques quelque peu fantastiques. Et si j'avais été séduit dès le départ par la forme, j'ai pas été conquis par le jeu des acteurs dans le registre habituel des drames à la française, où il faut énormément forcer le trait sur la mélancolie des personnages, au point que tu as l'impression de voir une version ciné de Demain nous appartient dans l'Isère. Donc voilà, quant aux thématiques, ça part absolument dans tous les sens, avec l'ambition d'offrir plusieurs niveaux de lecture pour traduire un drame familial, donc ça au demeurant c'était assez intéressant, mais sauf que là, c'en est rendu au point que tu ne sais même plus sur quel niveau de lecture tu dois te baser. C'est extrêmement fouillis et pour finalement des révélations bien en deçà de ce qu'on pouvait attendre. Donc voilà, premier film de ce flop, Les 5 Diables. Film suivant, Amsterdam, et là ça me fait mal de le dire, parce que justement j'adore David O. Russell, que j'adore le casting du film, franchement c'était tout bonnement ahurissant, cette distribution. La retranscription visuelle de l'époque est un vrai plaisir, mais sauf que le film se perd littéralement dans ce qu'il a à raconter pour ne plus rien proposer de l'intérêt qu'on était venu justement chercher au départ. Alors, si le trio de tête est relativement bon et intéressant à suivre, j'estime que le reste du casting cabotine tellement qu'on n'y croit absolument pas. Le film est interminable, déjà qu'il est flanqué d'une durée particulièrement longue, et puis c'est dommage parce que le plot de départ avait tout pour en faire un film de qualité. Donc voilà, un véritable loupé de la part de David O. Russell. Donc voilà, on espère que la prochaine fois il se rattrapera de ce petit fiasco. Autre déception, Alerte Rouge. Alors oui, j'aurais pu mettre Buzz l'éclair, mais de toute façon ce film je n'y croyais pas déjà au départ, parce que à partir du moment où en fait, tu sors le personnage de son contexte d'origine, c'est-à-dire un personnage en plastique au sein d'une communauté de jouets vivants, ça ne fonctionne plus. Transposer ce personnage comme étant un personnage réel, ça n'a plus aucun sens. C'est l'âme de Toy Story en fait qui faisait la force de ce personnage. Donc non, j'ai pas voulu mettre Buzz l'éclair et j'ai plutôt choisi Alerte Rouge. Parce que pour moi, ce film est révélateur d'une chose importante et triste, c'est que Pixar est désormais plus que l'ombre de lui-même depuis que Disney a estimé que la majorité des productions du studio à la lampe ne méritaient pas une sortie en salle. Et si déjà l'idée de départ de vouloir aborder des thématiques importantes et complexes comme les ragnagnas ou encore la crise d'adolescence était intéressante, j'ai pas été séduit un instant par la proposition, qui pour moi est vraiment bien loin des idées puissantes d'il y a quelques années, qui faisaient que quand un film Pixar sortait en salle, c'était l'événement d'animation de l'année, quoi. Alors oui, beaucoup d'inspiration et de références, mais j'ai trouvé ça tellement anecdotique et oubliable, et puis après effectivement, les subtilités et l'humour propres au studio m'ont paru inexistantes, ou tout au mieux simplement feignants, et même visuellement c'est pauvre. C'est dire, comme je l'expliquais, Pixar avant c'était le pilier du genre, et là cette année, il y a eu des mastodontes en face, que ce soit dans le domaine de la stop motion, ou même encore DreamWorks qui, esthétiquement parlant, vient d'atomiser Disney avec le chapeauté d'eux, quoi. C'est tout bonnement ahurissant ce qu'a fait DreamWorks avec ce film-là, qui sort totalement justement de sa zone de confort pour proposer quelque chose de neuf. Et voilà quoi, Disney, Pixar, réveillez-vous, parce que là, depuis quelques années, ça ne va absolument pas.
Ensuite, et là je vais pas me faire des copains, hein, mais oui, j'ai été tellement déçu alors que je l'attendais énormément. Les Crimes du futur, le dernier film de David Cronenberg, donc pourtant réalisateur que j'adore, hein, mais qui aurait pu penser que ça finirait dans un flop? Même pas moi. Les Crimes du futur, c'est le film somme par excellence qui passe en revue toute la filmo de son réalisateur. Et si d'ordinaire j'aime le concept bien qu'un peu égocentrique de bilan de carrière à travers un film, ici c'est plus de l'ordre du fourre-tout notoire que de l'œuvre aboutie. C'est-à-dire que d'un synopsis de départ au demeurant très alléchant, avec un univers étrange et curieux, notamment à travers cette technologie qui ressemble presque à des conceptions extraterrestres biomécaniques, Cronenberg, il nous lâche comme ça dans son film sans véritablement nous en expliquer les rouages de base, et part dans tous les sens, au point de finir par ne plus rien raconter de ce qu'il prétendait vouloir présenter au départ, mais en plus, il n'honore pas non plus les autres directions qu'il a décidé de choisir. Tout ça pour un final expédié en 2 temps 3 mouvements, et c'est bien dommage parce que tous les éléments étaient là pour captiver notre attention par la forme, mais hélas, cette forme avait besoin d'une présentation de fond que Cronenberg n'a pas daigné nous offrir. Donc oui, c'est un film qui a la forme propre d'un métrage de Cronenberg. Pareil, donc il y a véritablement justement une atmosphère qui est propre au film aussi de Cronenberg, mais le film se perd dans les méandres d'un scénario totalement bancal, quoi. Donc voilà, une des premières déceptions livrées par David Cronenberg. J'espère qu'il ne s'arrêtera pas à ce film-là, en tout cas, pour nous proposer justement quelque chose d'un petit peu plus éblouissant à travers son talent. Maintenant, on va passer à Men. Alors pareil, grosse tristesse, parce que studio A24, parce que film réalisé par Alex Garland, parce que le trailer était absolument somptueux, mais comme je l'avais expliqué dans ma review, c'est un film dangereux à mon sens, pour ses thématiques extrémistes, dans le sens où ici, l'homme est présenté comme un monstre sous toutes ses formes possibles, et s'il n'en est pas un, il est voué à le devenir. Et si vous me connaissez bien, vous savez que si je valide un tant soit peu le progressisme, j'exècre en revanche au plus haut point le wokisme qui implique de se mettre en avant en piétinant les autres. Donc oui, le film est magnifique dans la forme et joue sur les sens du spectateur, hein, ça là-dessus il n'y a aucun problème. Il y a plusieurs niveaux de lecture avec des références qui parfois peuvent être compliquées à saisir quand on n'en connaît pas forcément les bases. Voilà, mais en tout cas il y a quand même quelques petites idées originales. Mais le problème de ce film, c'est cette volonté de montrer sur 1h35 la femme comme étant une victime, et en opposition toute masculinité comme étant toxique. Tout ça pour dire dans les 5 dernières minutes que tout n'est pas si évident que ça. Mec, c'est pas possible, tu nous as matraqué ton discours féministe sur 95% du film, comment veux-tu qu'on parvienne à potentiellement remettre en question ce matraquage seulement avec les 5% restants? Le ratio est pas assez équilibré, ça ne peut pas fonctionner. Surtout que, comme d'habitude, Alex Garland, à la fin, pousse le spectateur à se faire son interprétation finale, parce que, comme à son accoutumée, en fait, il ne sait pas établir une morale à ses films, donc il a tendance à vite botter en touche. Pour moi, c'est vraiment révélateur d'un film incomplet dans son intention, et c'est surtout, voilà, ce problème que il diffuse un message qui peut être extrêmement nocif selon la personnalité et le caractère de la personne qui va regarder ce film. Ensuite, dans ce classement des flops de 2022, je vais mettre X. Je sais, ça va décevoir, mais bon. De base, comme j'ai l'habitude de le dire, je suis pas un amateur de films d'horreur, mais je connais quand même mes classiques, et quand Ty West veut s'atteler justement au redneck movie, avec une forte inspiration aux films d'époque, et notamment de Tobe Hooper, j'avoue que je trouvais l'idée de départ assez aguicheuse, mais sauf que si la mise en scène sous acide donne droit à des moments assez jubilatoires, ça reste très loin par exemple d'un Massacre à la tronçonneuse, avec son niveau de tension maximum, et vraiment ce niveau de monstruosité qui peut exister en l'être humain. Et surtout, le film souffre de tous les clichés du genre, dans le sens où tout est téléphoné, et surtout, c'est d'un niveau de bêtise absolument dingue, quoi. Maintenant, comme j'ai déjà pu l'évoquer, est-ce que le film prendra véritablement du sens une fois la trilogie terminée? À voir, mais par exemple son prequel, donc Pearl, qui est prévu de sortir cette année, se tient vraiment beaucoup mieux et maîtrise parfaitement son aspect film de terreur psychologique, mais c'est là où malheureusement, pour moi, autant il va donner un peu plus de cachet à X, mais ne sauvera pas pour autant justement certaines de ses absurdités. Donc voilà, d'autant que les deux films ont vraiment une thématique très très différente. Alors, film suivant, on va retourner en France avec Big Bug, et là j'ai pas compris, parce que j'ai beau être fan de Jean-Pierre Jeunet, je peux pas valider aveuglément un truc aussi mauvais.
D'ailleurs, j'ai souvenir de son interview via le micro de Capture Mag, où il avait révélé qu'aucun studio ne voulait le produire, alors qu'avec Netflix, effectivement, ça a été très facile, puisqu'ils ont tendance à dérouler le tapis rouge avec certains cinéastes de talent. Mais faut dire que bon, si les studios n'ont pas voulu casser la tirelire pour un film pareil, c'est peut-être pas sans raison, JP, non ? Alors oui, il y a toujours quelques idées sympas, le mec a pas totalement perdu son style, il s'entoure toujours de la même équipe technique, donc effectivement il y a quelques petites choses originales, notamment les robots, mais visuellement déjà c'est absolument dégueulasse, quoi. À aucun moment tu y crois, la production design, on a l'impression d'assister à quelque chose de totalement cartoonesque. Ensuite, il n'y a pas un seul acteur qui joue bien, mais pas un seul, hein, à part peut-être Isabelle Nanty qui fait du catituche, quoi. Et au final, tu t'attaches plus aux robots qu'aux humains, donc non, quoi. Pour moi, Big Bug est une véritable catastrophe. C'est dire, j'ai même lutté pour le finir, alors que pourtant, moi, avec Jean-Pierre Jeunet, normalement, ça match à tous les coups, quoi. Alors, toujours sous la bannière tricolore, enfin, pas seulement, puisque il est aussi belge et lituanien, Vesper Chronicles. Donc voilà, encore un film qui m'avait soufflé par sa promo et ses idées qu'on aurait pu retrouver d'ailleurs chez Miyazaki. Et autant je dis pas que le film est mauvais, c'est juste que, à mon sens, il ne fait qu'effleurer l'univers qu'il propose pour nous diriger vers ce qui est peut-être le moins intéressant. Donc, à voir si effectivement ils envisagent de faire des suites, et franchement ça le mériterait, mais si visuellement le film est magnifique, on sent la limite du budget dans le développement de son intrigue, à exploiter toutes les ressources de cet environnement assez riche, pour en proposer un film assez basique et surtout trop lent. Alors, j'ai rien contre les films lents, hein, au contraire, des fois ça fonctionne parfaitement bien, mais c'est pas tant la lenteur qui pose problème, c'est le rythme qui pour moi n'était pas adapté à ce qu'il avait à présenter. Avant-dernier film, et là je vais commencer à me faire détester, ce sera Everything Everywhere All at Once, donc typiquement le film qui a créé deux camps, ceux qui adorent et ceux qui détestent, et puis au milieu il n'y a personne. Et alors oui, je peux largement comprendre qu'on puisse adorer ce film qui est d'une richesse thématique absolument hallucinante, mais déjà moi, si tu veux, quand on commence à me parler de multivers, j'ai tendance à grincer des dents, parce que c'est un sujet qui est hyper casse-gueule, et qu'il faut pas s'en amuser en prenant ça par-dessus la jambe, quoi. Disons que oui, c'est indéniable que ce film est d'une générosité extrême par son mélange des genres, son côté hyper méta et tout ce que vous voulez. Il y a une idée minimum dans chaque plan, c'est un truc de fou, mais c'est tellement bordélique. Et en fait, tu comprends que c'est volontairement bordélique pour tenter de combler les failles de son concept, c'est-à-dire que c'est truffé d'incohérences et de facilité qu'on noie justement dans un déluge de goodies en tout genre, tout ça pour raconter, au final, une querelle familiale et une crise d'adolescence. C'est clairement le genre de film, si t'adhères pas au bout de 30 minutes, c'est mort pour la suite. Et moi, j'ai pas réussi à rentrer dedans. Pourtant, c'était quand même assez dithyrambique sur les premiers retours de ce film, et moi je l'ai vu assez tardivement, donc je me suis quand même laissé influencer par ça pour le voir, mais ça m'a pas pour autant conditionné à l'apprécier davantage. Donc voilà, plein de bonnes idées, mais vraiment un fouillis innommable pour moi. Donc deuxième déception venant du studio A24, que pourtant j'ai tendance à énormément chérir pour ces prises de risques que les autres grosses majors ne veulent absolument plus prendre. Et dernier film de ce flop, et alors là, sortez vos cagettes de tomates pourries, hein, parce que oui, je vais mettre Avatar 2. Alors, je le répète, avant que certains s'enflamment, je ne place pas dans ce flop les bouses de l'année 2022, mais les films qui m'ont hélas déçu. Donc c'est un point de vue personnel, c'est purement subjectif. Et oui, pour moi, Avatar 2 en fait partie, car j'avais de grosses espérances et d'énormes attentes. Disons que sur le plan technique, j'aurais rien à redire. Même le HFR, à la limite, j'aurais tendance à dire que c'est quand même pas mal. Mais vous le savez, avec moi, la forme c'est bien, mais ça fait pas tout. Et surtout, tu peux pas sortir la carte du visuel pour excuser la bêtise d'un film. Parce que oui, le film cumule les invraisemblances, les facilités et les conneries sur 3 heures. Donc 3 heures d'un film qui finalement n'est qu'une transition là où pourtant il avait été vendu comme un film à part entière. Donc voilà, disons que moi ce qui m'attriste en plus c'est de savoir qu'Hollywood n'a jamais voulu s'intéresser à la BD Aquablue lorsque la maison d'édition Delcourt est tentée de proposer les droits pour une exploitation cinéma. Donc Aquablue, BD made in France, je tiens à le rappeler. Donc voilà, BD estimée comme extrêmement casse-gueule, pas assez de potentiel. Donc voilà, refus des grosses productions hollywoodiennes. Mais que quand c'est James Cameron qui pique l'idée de la BD pour la transposer sur Pandora, parce que là on est vraiment sur... Là, c'est pas de l'inspiration, il y a quand même beaucoup de choses, ça sent vraiment le plagiat. Et bah quand c'est James Cameron, là c'est bon, on ouvre les vannes à billets pour le faire.
Et c'est d'autant plus dégueulasse que la compagnie Delcourt, justement, avait porté plainte pour plagiat, et avec des preuves relativement très évidentes, et ça s'est évidemment joué avec une grosse production et un gros réalisateur, face à une petite compagnie d'édition française qui ne pouvait évidemment pas faire le poids. Donc oui, James Cameron reste indéniablement un des meilleurs metteurs en scène au monde, ça ne fait aucun doute, mais je suis désolé de le dire, niveau écriture, c'est une catastrophe depuis bien longtemps. Faut quand même rappeler que ce film a requis 13 ans pour sa conception d'ensemble, histoire comprise, hein. Donc 13 ans, vous vous rendez compte? Et que James Cameron s'est entouré de co-scénaristes avec qui, pourtant, il a eu des frictions, comme souvent quand Cameron s'attelle à un scénario, et que on comprend pourquoi visiblement ça a été compliqué hein, quand on voit justement le film. Après, je le répète, hein, j'ai adoré le voyage, il n'y a pas de problème, l'immersion est absolument géniale, moi qui adore le milieu aquatique, franchement ça a été un pur régal, mais pas au point d'avoir eu envie de le revoir, parce que pour moi ça a été beaucoup trop long pour ce que ça avait à raconter, et autant le premier opus, j'avais peut-être été le voir, je sais plus moi, peut-être 9 fois au cinéma, là j'ai pas du tout eu envie de le revoir, de me réinfliger ces 3 heures. Donc voilà pourquoi je le place comme une déception. Et encore une fois, je comprends totalement l'adhésion du public pour ce film, mais moi j'en attends beaucoup plus, surtout en 13 ans. Maintenant, tout ceci n'est que mon point de vue personnel, chacun le sien, et rappelez-vous, ce n'est pas parce qu'un film figure dans ce flop qu'il est mauvais, juste que je n'ai pas été convaincu malgré le potentiel annoncé. Comme j'ai dit, quel intérêt j'aurais eu à citer des bouses alors que tout le monde les mettrait dans ces flops et qu'on sait pertinemment qu'ils sont mauvais. Donc voilà, j'en ai terminé pour ce flop film 2022. N'hésitez pas à me partager vos propres flops de cette année passée dans les commentaires, toujours dans la bienveillance. On like et on partage tout son cœur, évidemment. On pense à s'abonner à la chaîne pour se tenir informé des prochains contenus et notamment l'arrivée des top et flops série 2022. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. Bye.